Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Nouveau style, nouveau discours. C'est sous le signe de la rupture que le président Patrice Talon a pris les rênes du Bénin en avril 2016. Presque 5 ans après son arrivée au pouvoir, comment se porte le Bénin et sa démocratie? La présidentielle d'avril 2021 sera-t-elle une présidentielle ouverte, une présidentielle inclusive, quand l'opposition béninoise dénonce déjà une tentative de confiscation du pouvoir? 3 Béninois. Avec moi pour en parler, Valentin Agossou Djenoutin. Vous êtes un ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, ancien député à l'Assemblée nationale du Bénin, ancien juge de la Haute Cour de justice du Bénin. Vous avez servi sous l'ancien président Yahi Boni. Vous êtes très critique du pouvoir de Talon et selon vous, qui selon vous casse les acquis démocratiques de votre pays, le Bénin. Et vos critiques vous valent d'être aujourd'hui en exil en France. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Topoli. Notre invitation. Le président Patrice Talon est exactement l'homme qu'il faut pour diriger le Bénin. C'est votre avis. Maître Malik Olusegun Falola, vous nous direz les raisons. Au cours de cette émission, vous êtes enseignant à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Vous êtes par ailleurs avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis en France. Merci à vous, maître, d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur. Serge Dossou, fin connaisseur de la vie politique du Bénin. Vous êtes directeur de projet éditorialiste. Merci à vous également. Merci Richard, merci de votre invitation et bonjour aux téléspectateurs d'Africa 24. C'est très aimable à vous. Alors, opposant, Patrice Talon dénonçait les pouvoirs trop importants que concentrait le président de la République lui seul. Il promettait alors à ses compatriotes du moins des réformes audacieuses, des réformes politiques et institutionnelles pour démocratiser davantage le Bénin. Mais les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? Ce 4 décembre, c'est un fait historique. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonne au Bénin d'abroger sa constitution révisée et son code électoral, loin de garantir une compétition électorale démocratique. C'est un reportage signé Lefty Ounou de Annan pour Africa 24. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné à l'État béninois d'abroger le nouveau code électoral, la révision de la Constitution du 1er novembre 2019, avant toute élection au Bénin. Cette décision fait suite à une série de saisines de l'institution par des citoyens sur l'état des lieux de la démocratie, des libertés et des droits de l'homme dans le pays. À ces injonctions de la CADHP, le gouvernement béninois n'entend pas se plier. Le gouvernement de la République du Bénin ne voit pas de quelle manière il pourrait agir pour revenir sur ces acquis consolidés offerts par la représentation nationale dans son unanimité. L'actuel président en exercice Patrice Talon a prêté serment pour un mandat de 5 ans qui expire le 5 avril 2021 à minuit. Cependant, la révision de la Constitution du 11 décembre 1990, opérée dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2019 par les députés issus des 2 blocs politiques épaulés par le chef de l'État, décale de 45 jours l'investiture du président élu en 2021. Une situation qui suscite la controverse. Il n'est pas question qu'une assemblée nationale monocolore, sous ordre, imposée au peuple béninois, qu'une assemblée nationale de ce type-là vienne imposer une prorogation au mandat de Patrice Talon. Outre l'abrogation de la révision de la Constitution du 1er novembre 2019, la Cour africaine demande à l'État béninois de se conformer au principe du consensus national édité par l'article 10, deuxième alinéa de la CADEG, pour toute autre révision constitutionnelle avant toute élection. A noter que le vendredi 4 décembre 2020, elle a ordonné à l'État béninois d'abroger la loi portant amnistie des faits criminels, délictueux et contraventionnels commis lors des législatives de 2019. Monsieur le ministre, très rapidement, de mémoire, c'est la première fois que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, depuis sa création en 2004, ordonne à un État d'abroger son code électoral
et sa loi fondamentale, sa constitution. Ça veut dire quoi, monsieur le ministre? Que le Bénin est aujourd'hui au grand zéro de la démocratie. Merci, M. Togbé. Je crois que ça pourrait paraître bizarre, mais c'est effectif parce que depuis avril 2016, le Bénin a commencé à faire une expérience antidémocratique. Et vous voyez, tout est parti en réalité avec les dernières législatives de 2019. D'avril 2019. Au Bénin, où malgré tout le bruit, malgré toutes les sollicitations, malgré toutes les interventions, le président de la République a laissé aller aux élections législatives seulement ces 2 partis privés. Du coup, nous avons un Parlement qui est monocolore et qui réagit à l'œil et au doigt au président de la République. Du coup, ce Parlement est illégitime pour réviser la Constitution du Bénin. Et vous savez, cette Constitution a, heureusement, aujourd'hui nous sommes le 11 décembre 2020. Je fais un coucou aux Béninois parce que c'est le 30e anniversaire. C'est une belle émission ça. C'est le 30e anniversaire de la Constitution du Bénin. Alors, dans cette Constitution, comme le disait Maître Abraham Zindoué, même si aujourd'hui il dit autre chose, a une charge émotionnelle. C'était le consensus. C'était à l'issue de la conférence nationale. Du coup, on ne peut pas se cacher. Mais ça n'exclut pas qu'elle soit révisée un jour. Non, on peut réviser ça un jour. D'accord. Vous voyez? Et les conditions de c'est à cette constitution que la Cour africaine des droits de l'homme demande au Bénin de réhabiliter. Parce que l'Assemblée n'est pas, l'Assemblée qui l'a révisée n'est pas qualifiée et il n'y a pas le consensus, surtout l'aspect consensus. Parce que c'est seulement un seul bord politique qui allait réviser ça. Voilà, donc effectivement ce qui se passe aujourd'hui, où on ordonne au Bénin de revenir sur la constitution ancienne, de laisser tomber son code électoral, ça va de soi parce que lorsque vous lisez le code qui est révisé par cette même Assemblée, qui est illégitime, on a mis des dispositions non seulement chrysogènes, mais également des dispositions d'exclusion. On reviendra de façon détaillée sur ces dispositions que vous évoquez, monsieur le ministre, Maître Malik Olusegun Falola. Nous avons 2 hypothèses aujourd'hui. Ou bien nous considérons que les juges de la Cour africaine des droits de l'homme sont des gens loufoques qui ne font pas prendre au sérieux, ou bien on les prend au sérieux et on prend la juridiction au sérieux. Vous vous positionnez comment? Je l'ai rappelé, vous êtes un grand soutien du président Patrice Talon. Vous vous positionnez comment par rapport à cette ordonnance rendue ce 4 décembre par la Cour africaine des droits de l'homme qui fait injonction au Bénin d'abroger la loi qui a révisé la Constitution, donc d'abroger sa Constitution révisée et son code électoral? Merci, monsieur le journaliste. En matière constitutionnelle, chaque État dispose d'une loi fondamentale. Oui. Le Bénin dispose d'une constitution du 11 décembre 2010 et jusqu'à nos jours, une constitution ne peut pas être restée comme une Bible quand même ou un Coran. 11 décembre 1990. Oui. Donc, le ministre ne s'oppose pas à la révision de la constitution, c'est notre faculté. Nous pouvons réviser la constitution béninoise. Oui. Et le gouvernement a apprécié l'intérêt de réviser cette constitution. Oui. Le Parlement, à l'unanimité, a révisé cette constitution. Quel Parlement? Le Parlement actuel. Le Parlement actuel. L'illégitimité dont parle monsieur le ministre provient de quelle assemblée? C'est l'assemblée légitime du président Adrien Ngouedji qui a voté la loi qui a servi l'élection de ces députés. Vous voyez, la source de la loi qui a régi l'élection en question, c'est un président de l'Assemblée légitime, d'une Assemblée légitime, vous voyez, puisqu'il faut aller à la source. De quelle loi? L'Assemblée qui précède cette Assemblée a été personne n'a critiqué l'élection. Oui, bien sûr. Oui, c'est une au pouvoir du président de la République. Oui, c'est une Assemblée légitime. Bien sûr. C'est une Assemblée légitime. Les lois... Mais ce n'est pas elle qui a révisé la Constitution. Non, je suis allé à la... C'est une chronologie des faits. Les lois qui ont été votées pour que cette Assemblée soit constituée, les lois qui ont élu cette Assemblée, ce sont des lois qui ont été votées réellement par des députés légitimes. Voilà. Et donc ceux-là ont été élus. Pour vous, l'Assemblée nationale actuelle ne souffre
d'aucune illégitimité. Il ne souffre d'aucune illégitimité. Il ne faut donc pas prendre au sérieux l'ordonnance rendue ce cas descend par la Cour africaine des droits de l'homme. C'est ce que vous nous dites? C'est tout. Il ne faut pas prendre ça au sérieux. Il ne faut pas prendre en considération... C'est des gens qui ne savent pas apprécier la légitimité d'une Assemblée nationale. C'est ça. C'est votre opinion. Très rapidement, Serge et Dossou, je l'ai dit, vous connaissez très bien le Bénin, et vous êtes un ressortissant béninois et enfin, observateur de la vie politique de ce pays. Il dit quelque chose qui n'est pas dénué de tout sens quand même. Il dit effectivement les lois qui ont permis d'asseoir l'Assemblée nationale actuelle, quelles que soient les critiques qu'on peut en faire, ont été votées sous la précédente législature. Effectivement. Et donc, on ne peut pas faire un procès d'illégitimité à cette nouvelle Assemblée nationale. Effectivement, Richard, je pense que, comme disait Maître Falola, rappelant donc les propos du ministre Dianotin, la Cour africaine des droits de l'homme est administrée par des hommes et des femmes de droit, oui. Donc, qui se sont appuyés sur un certain nombre de dispositions pour prendre leur ordonnance. D'accord ? Mais ce que j'ai entendu de la part du ministre Dianotin, ce n'est pas la révision, c'est les conditions dans lesquelles la révision a été faite qui sont discutées. D'accord ? Et quand on parlait de M. Falola, il a parlé du critère de légitimité. L'Assemblée qui a précédé celle qui est en place, donc la 7e législature, est une Assemblée légitime. Mais quels sont les critères de légitimité? Ça veut dire que vous êtes en train de rappeler que la légitimité d'une Assemblée pourrait dépendre, je veux dire bien pourrait dépendre, de la participation de toutes les tendances, puisqu'elle n'a pas été critiquée celle-là. Mais vous avez raison également en disant que la loi qui a permis d'installer la nouvelle Assemblée, c'est cette loi qui a été votée par cette 7e législature. D'accord ? Bon, aujourd'hui, c'est la principale force sur laquelle s'appuie le pouvoir en place. Oui. En disant, oui, nous avons voté des lois, mais ces lois ont été votées par un Parlement installé à la suite d'une loi promulguée avant l'arrivée des députés qui sont là, d'une part, et d'autre part, il n'est écrit nulle part comment est-ce qu'on définit la légitimité d'une assemblée ou pas. Et donc, pour eux, les députés du Bloc républicain et du Union progressiste qui occupent aujourd'hui les 83 ou les 82 sièges, je crois même maintenant on est passé à 81, puisqu'il y en a une malheureusement qui est décédée, et occupent à eux tout seuls les 82 sièges, et c'est ce qui dérange l'opposition aujourd'hui. Ceci dit, et je finirai là-dessus, l'opposition est dans son rôle. Oui. Personne d'autre que l'opposition ne peut occuper cette position-là, d'accord ? Oui. Et ce qui dérange l'opposition, c'est le fait de n'avoir pas été autorisé, d'après leur thème, à participer à cette élection. Oui. À cette législative d'avril 2019. Mais, Monsieur Serge et Dossou, mais le débat maintenant sort du cadre béninois et prend une autre envergure, puisque nous sommes en train de parler dans cette émission d'une ordonnance rendue par la Cour africaine des droits de l'homme. Nous avons la chance d'avoir un ancien député qui a participé justement à cette législature, qui a voté la loi, qui a permis effectivement la mise en place de l'Assemblée nationale actuelle. Merci beaucoup. Alors, je voudrais même demander la parole. Je comprends le raisonnement que voulait faire Maître Falola. La question évoquée par M. Dossou, la question de la légitimité, que les députés ou bien le régime actuel, pour dire, bon, comment est-ce qu'on peut l'apprécier? Et M. Falola étant professeur de droit, c'est très bien que la légitimité, c'est une question qui résulte de la souveraineté du peuple. Vous savez que ce Parlement qui est là, les élections, dans les conditions, comme il a dit, les conditions dans lesquelles les élections ont eu lieu. Et mieux, je reviens effectivement sur les lois. Et je crois que je vais, comme ce n'est pas le débat aujourd'hui, je voudrais qu'une fois de bon, on arrête ce débat complètement. J'étais à l'Assemblée. Oui. J'étais à l'Assemblée. Et vous vous rappelez très bien que pour parler d'une élection, il y avait deux lois. Il y avait la charte des partis politiques et il y avait le code électoral. Oui. La charte des partis politiques qui avait été votée, où les gens disaient tout le monde a voté, j'ai toujours dit, quand il a même fait des émissions ici, oui. L'opposition n'a jamais voté ni la charte, ni le code électoral. On peut faire recours même à tout ce que j'avais dit, pour mettre en garde. J'ai dit à Mbouyi, vous votez cette loi, vous n'allez pas revenir ici. Je crois que Mitopé Guy a dit la même chose, et l'honorable Alagbe a dit la même chose. Mais elle est passée. Bref, elle est passée. Parce que quoi? Le bloc présidentiel, le bloc de la majorité présidentielle, il était numériquement plus nombreux que nous. C'est ça. Et l'erreur. C'est le principe même de la démocratie. Normal, oui, normal. Maintenant, l'erreur, c'est que souvent, le président Mbouji fait une conclusion, je lui ai refusé un jour, il dit, l'ensemble des députés présents et représentés.
Et je lui ai dit, mais monsieur le président, dites tel nombre. Maintenant, là où le problème se pose, et je voudrais... Allez-y rapidement, monsieur le ministre. Vous savez, c'est parce que le président de la Cour constitutionnelle, Diogbenou, a introduit cette affaire de certificat de conformité. Et le maître doit être d'accord avec moi que ceux qui ne faisaient pas partie effectivement dans le de la loi, du code que vous avez voté. C'est ça qui se sont servis pour exclure les partis d'opposition. Donc du coup, le problème demeure toujours entier. Et ça est aujourd'hui effectivement de fondement pour la Cour africaine des droits de l'homme pour demander, qui demande donc au Bénin d'abroger. Vous dites, le ministre porte-parole du gouvernement béninois, on l'a entendu dans l'élément, n'a pas du tout l'impressionné par l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme. On va dire quoi? Le Bénin ne tiendra pas compte de cette ordonnance encore une fois? Oui, le Bénin, selon ce qu'on constate, dit au Bénin d'abroger une révision constitutionnelle avec des objectifs gouvernementaux, c'est comme si vous nous demandez... Monsieur Falola, je vais vous poser autrement la question. Oui. Vous êtes béninois, vous êtes un intellectuel béninois. Bien sûr. Et démocrate, j'imagine, républicain. Quand on fait des législatives et on élimine tous les partis d'opposition, et seuls 2 partis politiques, c'est-à-dire les partis politiques favorables au président de la République, sont autorisés à participer à une élection, à des élections législatives pour avoir une Assemblée nationale qui est censée représenter le peuple, ça ne pose aucun problème? Ça ne pose pas aucun problème, puisqu'il n'y a pas de blocus au niveau du fonctionnement régulier de l'Assemblée nationale. Ceux qui sont membres de l'Assemblée nationale... Combien de partis y a-t-il au Bénin? Combien de partis sont aujourd'hui représentés à l'Assemblée nationale? Mais c'est ça l'objectif de la révision. On ne va pas autoriser la prolifération des petits partis politiques dans le pays quand même. On a beaucoup de choses à faire dans le pays. Donc les 2 partis qui ont été créés il y a quelques années seulement et qui sont aujourd'hui représentés à l'Assemblée nationale sont les 2 plus grands partis du Bénin? Aujourd'hui, oui. Les 2 partis soutiennent le chef de l'État. Oui. Qu'est-ce qui prouve que demain, ceux-là ne vont pas s'adosser? C'est parce qu'il y a 2 partis politiques dans le pays qui soutiennent le chef de l'État que nous ne sommes pas en démocratie. Non, la liberté d'expression ne se résume pas aux 2 partis politiques. On a la liberté d'avoir 2 partis politiques. Peut-être demain, peut-être ce soir, 2 partis politiques vont se diviser et il y a un qui va soutenir le chef de l'État et il y a l'autre qui ne va pas soutenir le chef de l'État. Les 2 partis politiques sont des partis aujourd'hui qui respectent les conditions quand même pour se dire qu'ils sont des partis politiques. Les autres n'ont pas rempli des conditions administratives. C'est pour cela qu'ils n'ont pas rempli les conditions administratives. Quelle peut être la portée de cette ordonnance qu'a rendue la Cour africaine des droits de l'homme ce 4 décembre? Le Bénin va-t-il continuer à faire abstraction de ces ordonnances? Comment envisager aujourd'hui, effectivement, la prochaine présidentielle, puisque la Cour africaine des droits de l'homme demande aussi au Bénin d'abroger son code électoral? On en parle dans la 2e partie de notre émission, après une courte pause. À tout de suite. Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Bénin, pays à qui la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples vient de faire injonction pour abroger son code électoral et sa constitution. Et c'est à travers une ordonnance rendue ce 4 décembre. Mais cette ordonnance intervient sur saisine d'un opposant béninois, Sébastien Ajavon. Alors, quelle peut être pour lui et pour le reste de l'opposition béninoise la portée de cette ordonnance rendue ce 4 décembre 2020. On en parle après ce sujet de notre rédaction signée Gladys Mwamba. La nouvelle injonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples donne une nouvelle fois raison à l'opposant Sébastien Ajavon. L'organe judiciaire chargé de la protection des droits de l'homme en Afrique a ordonné le 4 décembre 2020 à l'État béninois d'annuler plusieurs réformes constitutionnelles à quelques mois de l'élection présidentielle d'avril 2021 pour garantir des élections libres et ouvertes. Une victoire pour l'opposant béninois exilé en France depuis 2018 et frappé d'inéligibilité qui avait saisi l'institution panafricaine en novembre 2019 pour violation de son droit à participer à la gestion de son pays. La Cour a également noté que la charte des partis politiques est également contraire à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples,
La Cour a indiqué aussi que le code électoral qui a prévu le parrainage est contraire à la Constitution. La Cour a noté également que la justice n'est pas indépendante et a recommandé que l'État prenne les dispositions pour rendre la justice indépendante, pour être impartial dans ses décisions qu'elle aura. L'abrogation de la Constitution de 2019 pour un retour à la loi fondamentale de 1990, ordonnée par la juridiction panafricaine, pourrait redistribuer les cartes du jeu politique béninois à l'heure où l'opposition et la société civile dénoncent le verrouillage des élections par la nouvelle loi électorale. L'application de l'arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pourrait permettre au Bénin de renouer avec sa réputation d'antan, à savoir son exemplarité en matière de stabilité et de démocratie en Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de raison pour que l'État ne respecte pas les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Bénin a ratifié le protocole qui a créé la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et le Bénin a souscrit la déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour. Par conséquent, en le faisant, c'est que le Bénin a cédé une partie de sa souveraineté à cette Cour-là. Et l'article 30 du protocole est clair, les décisions de la Cour africaine sont immédiatement exécutoires. Le Bénin a pris la décision en avril 2020 de se retirer du protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, mais ce retrait ne sera effectif qu'à partir de mars 2021. Reste à savoir ce que fera l'État béninois durant ce laps de temps. Très rapidement, Maître Malik Olusegun Falola, le président Patrice Talon, dans l'histoire politique récente du Bénin, a sans doute été le seul Béninois exilé dans les années 2010. 2013. Oui, dans les années 2010, donc 2013, etc. Comment comprendre aujourd'hui que sous son règne, il y ait des Béninois en exil? Nous comprenons que ceux qui sont exilés, oui, l'État béninois a des raisons, a des motifs pour apprécier leur exil. Ce n'est pas un exil injustifié quand même. Ah, il y a des raisons qui justifient oui, qu'on exile quelqu'un? Il y a des raisons. Il y a des raisons qui peuvent justifier qu'on pousse quelqu'un à quitter son pays. Oui, il y a des raisons. Il y a toujours des motifs de demande d'asile au moins quand même. Le demandeur d'asile lui-même devant la Cour nationale d'asile ou bien devant l'OFRA, il s'estime quand même relater les raisons pour lesquelles il a dû quitter son pays. D'accord. Alors, c'est très bien votre message. Il y a toujours des motifs. Le pouvoir actuel, vous nous dites, le pouvoir béninois actuel a des raisons d'exiler des Béninois. Non, ce n'est pas que je dis que nous avons des raisons d'exil. Nous avons des raisons d'apprendre que certains se sont exilés. D'accord. Très bien. J'ai soulevé un point très important dans la partie introductive de notre émission, sur lequel quand même il faut revenir. Oui. Le président Patrice Talon, lorsqu'il était en exil, il l'a connu, et dans l'opposition disait, au Bénin, le président a trop de pouvoir. Quand moi je viendrai au pouvoir, je vais opérer des réformes politiques et institutionnelles pour que le président ne soit plus aussi puissant. Donnez-nous l'exemple d'une réforme politique ou institutionnelle qui, aujourd'hui, allège les pouvoirs du président de la République au Bénin. Le financement des partis politiques. Vous pensez que si on ne finance pas, si l'État béninois ne finance pas les partis politiques, vous pensez qu'il n'y aura pas monopole du parti politique? Nous avons le financement. Cette constitution qu'on nous demande d'abroger autorise au moins le financement des partis politiques. Le financement des partis politiques, c'est une innovation quand même de la constitution béninoise. La constitution de 1990, donc 11 décembre 1990, ne prône pas le financement. Nous l'avons ainsi. Pourquoi est-ce que le financement des partis politiques démocratise davantage un pays quand on se retrouve aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec des partis politiques? Vous voyez, si les partis politiques ne sont pas financés par l'État, vous pensez qu'ils seront quand même autonomes pour défendre la cause publique? D'accord. Vous étiez au début d'une liste de réformes, n'est-ce pas? Allez, je vous laisse continuer. Nous avons une liste de réformes qui fait que le gouvernement, le chef de l'État ne sera plus prééminent, ne sera pas quand même le plus fort du pays. Donnez-nous des exemples concrets. Bon, à ce niveau, vous voyez, quand on vous parle de la représentation, par exemple la limitation du mandat présidentiel,
À deux? À deux uniquement. Mais ça existait avant, lui. Ça existait avant, mais pas avec précision. Aucun président ne peut plus faire plus de 2 mandats dans sa vie quand même. Oui, dans sa vie, on a dit. Dans sa vie. Le président Yahi Boni pouvait revenir quand même, pouvait déposer sa question. Ça passait pas sans révision constitutionnelle. Pour revenir, Non, il je aurait pense que fallu... ce que veut dire Maître, c'est qu'au préalable, on avait dit simplement 2 mandats consécutifs. Oui. Ça veut dire que si le candidat partait, Oui. et qu'il y avait quelqu'un qui lui succédait, il avait la possibilité de se Il avait la représenter. possibilité de revenir quand même. Mais en fait, ce que je voulais... Avec cette révision, c'est terminé. Oui. D'accord. Ce que je veux faire remarquer... Dans sa vie, Yahi Boni ne peut plus être candidat au Bénin. Et le fait, Maître Fallola, très rapidement, vous aurez la parole. Le fait qu'un Béninois qui a été 2 fois président dans sa vie ne puisse plus revenir briguer un 3e mandat, diminue les pouvoirs du président de la République? Ah oui. Ça aussi, même si ça ne diminue pas le pouvoir du président de la République, ça quand même donne quand même une innovation, un élément pour ne pas quand même nous demander quand même d'abroger. Vous voyez l'essentiel de la nouvelle constitution. Ça, c'est un élément important quand même. La Cour africaine vous il nous demande encore d'abroger cela pour que les mêmes personnes deviennent chefs de l'État à tout moment au Bénin. Bon, ça c'est intéressant quand même pour les Béninois quand même. Vous n'êtes pas tout à fait aise de me citer des exemples de réformes qui ont démocratisé davantage. L'abolition de la peine de mort au Bénin, ça fait partie de la nouvelle quand même. D'une forte démocratisation du Bénin. Tout à fait. Écoutez, c'est votre avis et on est tout à fait obligé de le respecter très rapidement, monsieur le ministre. C'est très important. Et vous êtes aujourd'hui en exil. Oui. Vous êtes recherché par la police, par la justice de votre pays, le Bénin, qui entre-temps vous a condamné. Oui. Vous n'avez pas répondu à la convocation du juge, on vous a condamné à 2 ans de prison ferme. Aujourd'hui, si vous mettez pied au Bénin, vous irez en prison. Absolument. Mais on l'a dit, on l'a vu dans l'élément qui est passé, à Javon Sébastien, lui aussi, était condamné. Il a d'abord été relâché en 2016, et puis condamné en 2018 pour la même affaire. La Cour africaine des droits de l'homme a demandé de surseoir à la mise en œuvre de sa condamnation, mais le Bénin n'a pas répondu favorablement. Vous avez été ministre de la Justice. Monsieur, dites-nous, quelle est aujourd'hui la différence entre la gouvernance Talon et la gouvernance Boni sous laquelle vous avez été ministre de la Justice? Alors, merci, cher ami. Mais avant de répondre spécifiquement à votre question, permettez-moi de dire rapidement 2 choses. Sinon, j'aurais été tenu complice. Vous savez, lorsque le ministre Ouroula a dit que l'État béninois ne va pas exécuter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme, vous voyez, c'est méconnaître complètement non seulement l'ancienne constitution de 90, même la constitution de 2019, la constitution privée de Patrice Talon. Parce que dans les dispositions du préambule, c'est vrai, il est dit, réaffirmons, le peuple béninois, nous réaffirmons notre attachement aux principes de la démocratie et des droits de l'homme tels qu'ils ont été définis par la Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité africaine, ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 et dont les dispositions font partie intégrante de la présente constitution et du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne. Ces dispositions sont dans la constitution de 90 et dans la constitution de 2019, la constitution privée de Patrice Talon. Du 1er novembre 2019. Donc le gouvernement n'a pas du tout le droit, contrairement. Je reviens à ce que le maître a dit, parce que si je ne dis pas un mot, ça va être extrêmement dangereux. Parce que vous avez cherché à savoir en quoi le président Patrice Talon disait que effectivement, le président de la République a trop de pouvoir et les réformes. Mais au contraire, il a accru les pouvoirs du président de la République. Pensez-vous? Écoutez, parce qu'il disait que le président ne devrait plus aller, on ne devrait plus nommer le président de la HAC, les présidents des institutions. Mais dans sa propre constitution qu'il a eue là, c'est lui qui continue de nommer tout ce monde-là. Mais pire, en ce qui concerne la justice, en son temps, avec les Djobénou, il disait que le Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République ne doit plus être membre. Mais en son temps, non seulement le président de la République est membre, actuellement, le ministre de la Justice est membre, comme par le passé, mais ils ont ajouté encore le ministre de la Fonction publique, le ministre des Finances et des personnes extérieures. Mais aujourd'hui, le président de la République a plus de pouvoir que tout le monde. Mieux, dans la constitution révisée, là, par le passé, lorsque vous avez des accords de prêt, c'est l'Assemblée nationale qui autorise la ratification. C'est ça. Mais aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'autorise plus la ratification. Le président ratifie directement.
Bon, de toute façon, là, vous êtes en cohérence avec vous-même, puisque vous dites que les deux partis qui sont à l'Assemblée nationale sont ces partis. Donc, la question se pose. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas. Maintenant, je reviens sur ce que vous avez demandé là. La question des. Si vous permettez, oui, je pense que quand on discute, je crois qu'à un moment donné, il faut poser la balle à la terre et regarder un certain nombre d'éléments complètement en face. Moi, je voulais intervenir sur deux petits points rapidement. Sur ce que vient de dire le ministre Dianotin. Il faut quand même remarquer qu'à l'arrivée du président Talon en 2016, il avait fait une première tentative de révision de la Constitution par la voie parlementaire avec l'ancienne Assemblée qui a été bloquée. Et que justement dans cette Constitution-là, celle-là qui a été bloquée, les dispositions qu'il avait promises pendant sa campagne électorale avaient été énumérées. Et donc, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. D'accord ? Et donc, ayant été bloqué, aujourd'hui il arrive dans une autre disposition. On peut être amené à penser, et je vais aller arriver après sur le cas d'opposition, à penser que, puisque vous avez refusé la Constitution telle que je l'ai présentée, c'est peut-être parce que la façon dont nous fonctionnons était la meilleure. Et si les deux, aujourd'hui, les députés qui sont à l'Assemblée nationale, les 2/3 sont ceux qui étaient là avant. Donc, on a changé de configuration de parlementaires, mais la composition de ces groupes est faite aux 2/3 par les anciens députés. Quels sont les points qui étaient dans la première proposition de révision constitutionnelle et qui étaient censés démocratiser davantage le Bénin et qui n'ont pas été dans la dernière? Le mandat unique, par exemple. Oui. D'accord. Le mandat unique, par exemple. Le fait que, comme disait le maître, on ne puisse pas se présenter plus de 2 fois au maximum. Le fait que le président ne soit pas représenté dans la gestion du Conseil supérieur de la magistrature. Mais il nous a expliqué tout à l'heure. Oui. Effectivement. Alors, maintenant, cela ne veut pas dire que l'opposition... Cela ne veut pas dire que l'opposition ne joue pas son rôle. Attention. Nous avons les exilés aujourd'hui, M. Dianotin, par exemple. Justement, Serge Dossulovo, vous savez, il y a quelque chose on va faire une forme de pédagogie. Oui. On a ici avec nous un ministre de la Justice, un ancien ministre de la Justice. Tout à fait. Oui. On va essayer de comprendre comment l'exécutif instrumentalise-t-il le pouvoir judiciaire. Maître et monsieur le ministre, qu'est-ce qui, sous Yahi Boni, où vous étiez ministre de la Justice, ne se faisait pas et qui se fait aujourd'hui, sous Patrice Talon? Merci. Entre vos rapports, dans les rapports entre l'exécutif et le judiciaire. Oui. J'ai été garde des Sceaux, oui. Et ça je l'ai dit sur plusieurs chaînes, je le dis encore, si quelqu'un peut contacter, tous ceux qui nous écoutent, n'ont qu'à écrire pour dire, bon, il veut le faire. Pendant que j'ai été ministre, je n'ai jamais donné d'instruction à un juge. Jamais. Non. Jamais. Non, attends. Je ne parle pas de vous, on ne parlera pas de vous, mais du président de la République. Aujourd'hui, vous dites, les institutions sont vassalisées, le président Patrice Talon contrôle tous les autres pouvoirs. Quand vous étiez ministre de la Justice, pouviez-vous dire non au président Yahi Boni si éventuellement il vous donnait des instructions pour engager une poursuite contre tel ou tel citoyen béninois? Si me donne des instructions pour engager une poursuite contre un citoyen béninois, moi je fais référence au procureur. Qui est nommé par le même président. Si vous voulez qu'il est nommé par le même président. Mais, écoutez, ça ne va pas être qui va se lever pour me dire engager une procédure. La personne contre qui une procédure a été engagée, que moi je connais, c'était Patrice Talon dans le cadre de la question d'empoisonnement. À part ça, je n'ai jamais été informé. Il n'y a qu'un seul cas. Ce cas-là. Mais je vais aller loin parce que sinon les gens ne vont pas comprendre votre question. Vous savez, lorsqu'on parle d'instrumentalisation d'une institution, aujourd'hui, je vous dis, les décisions de justice, aujourd'hui au Bénin, sont rédigées par le ministre de la Justice et par le président de la République. Et je le dis avec preuve. Aucun juge, rares sont les juges qui ont aujourd'hui la liberté de dire le droit tel quel. Même moi, ma présence ici, par rapport à cette histoire comment vous appelez ça, le dossier du coton là, je dis, j'ai le papier sur lequel c'est le ministre Job. Vous êtes en train de nous dire les décisions de justice concernant les opposants. Concernant les opposants, oui. Tout est rédigé à la présidence et au ministère de la Justice. Donc, vous avez les preuves de ça? Mais je dis, moi-même qui vous parle là, j'ai un document écrit de la main de Job et autres. C'est-à-dire par rapport au dossier Joseph Jogbenon, l'actuel président de la Cour, tout à fait, qui était président tout à fait. On a dit à Mine, j'ai noté mandat de dépôt, telle personne, mandat de... Qu'est-ce qui dit que c'est eux qui ont rédigé ça? Mais je vous dis, j'ai le document. J'ai le document.
Alors, Et ça ne s'est jamais passé sous Yahi Boni. ça ne s'est jamais passé. Et mieux, je vous dis, aujourd'hui, quand vous interrogez les juges, les rares juges qui ont eu le courage de dire non au gouvernement qui est là, ils ont tous été enlevés. Ce n'est pas possible. Non. Et lorsque nous parlons de la valsale des institutions, il n'y a même pas que la justice. Prenez toutes les autres institutions, que ce soit le Conseil économique et social, donc il n'y a même pas de pouvoir, que ce soit le CES, que ce soit la HAC, que ce soit toutes les autres institutions, dites-moi quelle liberté ils ont aujourd'hui à agir. Maintenant, non, pardon. C'est-à-dire il y a des erreurs parce que c'est le monde entier qui nous écoute. Je suis là, il y a quand même des choses que je rectifie. Le mandat, à part le mandat unique, les 2 tentatives de révision qui ont échoué, il y a dans un des projets là, où il y a le mandat unique. À part ça, il n'y a plus rien d'autre que le président a mis. Maintenant, si tant est vrai qu'il était attaché à ça, maintenant qu'il a les 83 députés, pour lui seul, s'il tenait, pourquoi il n'a pas mis ça? C'est le seul qu'il avait mis avant, par le parti. On a refusé. Monsieur Togbe, je pense que... Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Vous aurez la parole, évidemment. Juste après, j'espère. Juste après. Merci, monsieur Togbe. À tout de suite. À tout de suite. Nous sommes de retour pour la 3e et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Bénin, notamment à la gouvernance du président Patrice Talon. Nous l'avons dit, dans la première et deuxième partie de notre émission, il était question de faire le décryptage de l'ordonnance du 4 décembre 2020 rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui fait injonction au Bénin d'abroger son code électoral, de même que sa constitution révisée du 1er novembre 2019. Le Bénin, visiblement, n'a pas du tout l'air de se laisser faire. Très rapidement, Serge Dosouyovo, vous vouliez nous donner votre avis par rapport à la question de l'instrumentalisation de la justice par le président de la République. Merci, monsieur Richard Togbe. En fait, je vais commencer d'abord en apportant un petit élément de réponse sur la position du Bénin par rapport à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Vous savez, le président Talon lui-même, quand il était en campagne, avait dit qu'un État qui ne respecte pas les décisions de justice, un État voyou. Ouais. Vous savez pourquoi il avait dit ça? Puisqu'à l'époque aussi, il y avait des décisions qui avaient été rendues par les instances internationales que le gouvernement de Boni Yahi ne voulait pas suivre. Oui. D'accord? Donc aujourd'hui, nous sommes dans le cas où c'est lui qui reçoit les injonctions. Oui. Et moi, à travers cela, je dirais simplement que bon, la politique ne change pas, c'est les acteurs de la politique qui changent. Et lorsqu'ils sont d'un côté ou de l'autre de la barrière, ils l'apprécient autrement. Aujourd'hui, il apprécie et il dit finalement, on ne met pas un État en prison. Moi, je suis président de la République, j'ai un gouvernement, j'ai des acteurs, et j'estime que cette décision ne s'appuie pas sur les mêmes raisons qui m'ont amené à les prendre. À partir de ce moment-là, je me donne la liberté de ne pas les respecter. Il partira sûrement un jour, et à ce moment-là, ceux qui arriveront, à ce moment-là, peut-être réviseront toutes ces positions-là que nous sommes en train de vivre. Maintenant, tout à l'heure également, on abordait la question de qu'est-ce qui s'est passé sous Yahi Boni, et qui ne se fait plus aujourd'hui sous le président Patrice Talon ou vice-versa. Oui. Vous savez, on a eu l'exemple du juge Angelo. Oussou Angelo, voilà. Celui qui a prononcé le non-lieu. Rendu une ordonnance de non-lieu dans l'affaire de tentative d'empoisonnement. Exactement. Mais il a dû quitter le Bénin. Pourquoi? Parce que certainement qu'il a jugé qu'après cela, sa vie n'était plus en sécurité au Bénin. Sinon, il ne serait pas parti. Et dans un pays, dans tous les pays du monde, vous savez, c'est le président de la République qui nomme le ministre de la Justice. Ouais. C'est le ministre de la Justice qui nomme certains acteurs de la justice. Donc, c'est plutôt étonnant de voir un ministre... Donc, séparation des pouvoirs, c'est une chimère. Mais non, ce n'est pas une chimère. C'est-à-dire qu'il faut voir quel est le degré de maturité du pays. D'accord? Moi, je ne suis pas en train de dire que le président Patrice Talon a raison de faire ça, ou que le président Yahi Boni a eu raison de faire ça. Je constate simplement que le dispositif, la cartographie judiciaire et sociologique de notre pays, fait qu'aujourd'hui, le président de la République peut encore avoir des instructions à donner à son ministre, qui les assume et qui lui, ensuite, le porte sur ses administrés. Ce qui amène à la situation que nous avons vécue, par exemple, avec le juge Angelo, et que nous vivons aujourd'hui avec malheureusement tous les exilés qui ont dit voilà. Malheureusement. Voilà. Et Lionel Zissou, etc. Exactement. Ils jouent leur rôle, ils sont à l'extérieur, leur sort est triste, il faut le reconnaître, mais ils s'appuient aujourd'hui sur les derniers outils. Vous n'avez pas l'air de vous apitoyer sur le sort. Ah si. Moi, il est hors de question que moi je considère normal qu'un citoyen soit extrait. Maintenant, les raisons qui l'ont amené ou les raisons qui ont amené l'autre
à prendre des dispositions pour le faire fuir, elles sont diversement appréciées. Moi, je ne peux pas juger sur cette... mais ces exilés que nous avons cités aujourd'hui utilisent les derniers moyens qui sont les leurs, par exemple les institutions internationales. Oui, mais attention, l'opposition... Quand le pays dit, quand l'État dit, nous ne nous plions pas à la décision, aux décisions mais comme l'État d'avant l'a dit. L'État de Boni Yayi également a dit qu'il ne se pliait pas aux décisions internationales. Donc, chacun tire la fenêtre, ouvre la fenêtre du côté qui lui est favorable. Et les pouvoirs vont se succéder. Mais comment voulez-vous imaginer qu'un pouvoir s'applique des lois qui le condamnent? Nous sommes en train de parler de la fameuse loi électorale, le code électoral et la charte des partis. Imaginez qu'aujourd'hui, Patrice Talon accepte. Attention, je ne suis pas en train de faire un jugement de valeur. Le code électoral tel que ordonné par la Cour africaine des droits de l'homme. C'est un aveu d'échec pour lui. Ça veut dire qu'il a fait tout ça pour rien. Ça veut dire qu'il a mis les gens en exil. Il ne le fera pas. Donc ça veut dire que s'il veut être cohérent, et ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est pas bien, mais s'il veut être cohérent avec sa logique, il ne peut pas abroger cette loi-là. Sinon, attention, je finis là-dessus, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit d'inviter ses partenaires à la table de discussion pour discuter de ce qui peut être concédé et de ce qui ne peut pas être concédé. Et ça nous plonge dans c'est là, moi je crois, je parlais aujourd'hui avec un ami de la Côte d'Ivoire pour dire oui, effectivement, il me disait oui, effectivement, le troisième mandat du président n'a pas été très bien apprécié aujourd'hui. Je dis oui, mais la force des hommes politiques et la maturité des hommes politiques, c'est de s'asseoir et de discuter. Parce que très rapidement, ce que vous dites est intéressant, sauf que ça nous plonge dans la complexité même du sujet et dont nous traitons. La Cour africaine demande au président, à l'État béninois, d'avoir du consensus, de réaliser une forme de consensus autour des lois électorales. Parce que celles qui sont là aujourd'hui ne garantissent pas la démocratie électorale. La question c'est... Oui, mais ça, c'est vu de la Cour. Nous sommes d'accord? Vu de la Cour. Oui. Ok, admettons. Admettons. On parle de l'hypothèse que la Cour a raison. Si le Bénin aujourd'hui décide de ne pas appliquer, est-ce qu'on peut mettre le Bénin en prison? Non, mais c'est ça le problème. Non, c'est pas la question. La question, c'est comment peut-on aujourd'hui envisager le pouvoir convoquer, comme vous le dites, à la même table, l'essentiel, ou du moins les acteurs principaux de l'opposition, quand je nomme Sébastien Javon, par exemple, et Lionel Zissou, qui sont les deux, en termes au regard de la dernière présidentielle, qui sont les deux qui ont une forme de légitimité populaire. Puisque, oui, mais là, vous avez cité ceux qui sont en exil. Oui, c'est ça. Mais comment peut-on obtenir ce consensus par rapport aux lois électorales quand ils sont tous condamnés à des peines d'illégibilité? Vous savez, ce n'est pas parce que Sébastien Ajavon est en exil que tout le système qu'il représente est en exil. Sébastien Ajavon a encore des représentants au Bénin. Notamment des membres de son ancien parti qui sont encore au Bénin et par rapport à qui il est possible d'aller à la table de la discussion. Mais son parti n'est pas reconnu, vous le savez. Oui, certainement. Mais ce n'est pas parce que vous imaginez qui pourra aller, le président Patrice Talon pourra aller discuter avec un parti non reconnu? Non, peut-être pas avec le parti. Très bien. Peut-être pas avec le parti, mais peut-être avec des acteurs politiques qui appartiennent à la mouvance politique de je viens à vous tout à l'heure, puisque visiblement vous avez le même avis sur cette question précise. Valentin Djenoutin Agosso, vous êtes à l'exil. Aujourd'hui, vous êtes en exil, pardon, aujourd'hui, et vous êtes, hélas, nombreux, en tout cas, à revendiquer donc votre statut d'exilé politique. La question centrale de cette troisième partie, c'est comment avoir en avril 2021 une présidentielle inclusive, ouverte. Comment vous l'imaginez, vous? Si on veut aujourd'hui avoir une présidentielle inclusive et ouverte au Bénin, que doit-on faire? Alors, si on veut avoir une élection inclusive, transparente au Bénin, c'est de respecter les décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme. Et lorsque M. Dutifo dit que c'est la lecture de la Cour africaine des droits de l'homme, ce n'est pas seulement la lecture de la Cour africaine des droits de l'homme. Tous les hommes politiques au Bénin, de l'opposition, de la société civile, non, j'ai dit que la décision qu'elle a prise, elle l'a prise par rapport à la lecture qu'elle fait de notre contexte. Voilà, je n'ai pas dit que c'était ce qui devait s'imposer à tout le monde. Non, voilà, attention. Parce que je ne suis pas en train de dire que la décision qui a été rendue... Non, je parle de la lecture. Allez-y. C'est pour vous dire que la lecture, ce n'est pas seulement la lecture faite par la Cour. Tout ce que la Cour a dit, nous on le disait depuis, à moins que vous ne suivez pas mes émissions. Je le disais, tous les hommes politiques au Bénin le disaient, même les ONG. Bien sûr. Même les ONG disaient ça avant. C'est pour dire quoi? Prenez seulement même la Constitution.
le président de la République a prêté serment le 6 avril 2016 sur la Constitution et lui-même dit qu'il va respecter la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée. Cette Constitution-là, qui a fait objet de référendum. Maintenant, vous allez concocter une Constitution qui proroge même votre mandat constitutionnel en cours. Mais ça va de soi. Donc, on n'a même pas besoin de faire Sorbonne pour comprendre que cette Constitution-là tombe du coup. D'accord. Donc, il faut respecter, donc, il faut respecter les décisions de justice. Respecter non seulement les décisions de justice, mais toutes les lois, que ce soit le code électoral, que ce soit la Constitution, que ce soit la Sénat, tout ça, il faut dissoudre tout ça là. Et que le consensus revienne. Non seulement on a fait tout ça avant la présidentielle du 12 avril 2021. Ce n'est pas possible. Vous laissez parler. Mais maintenant, j'ai la parole et vous m'arrêtez. S'il vous plaît. Mais quand même. Donc, tenez compte de l'échéance. Comment on fait? Même les 4 mois, je vous dis, tout est possible. C'est-à-dire, pourquoi ce n'est pas possible? Mais non, monsieur Diamantin. Non, dites-moi pourquoi ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas. Ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, monsieur Diamantin, moi je vous. Non, dites-moi, on n'est pas. Oui, on se connaît bien. Oui. D'accord. Et la connaissance que nous avons du monde politique permet de dire que le consensus ne se décrète pas sur la victoire ou l'échec d'un camp. Lorsque vous donnez l'impression à un camp qui doit se démembrer entièrement, le camp ne viendra jamais négocier. C'est la même chose pour vous. Autant vous demandez au président Patrice Talon de prendre des dispositions pour que tout ce que vous énumérez soit éteint. Oui. De la même manière, ils exigent des choses de vous que vous n'accepterez jamais. Comprenez? Donc, moi, je crois que... Il a pris mon temps, donc il faudrait qu'il y ait le... Pour que nous puissions arriver à un consensus... Vous avez déjà parlé, on laisse le ministre... Non, en fait, le problème... Vous n'êtes pas nésile, vous. Non, ce qu'il dit, je comprends ce qu'il dit. C'est-à-dire, effectivement, pour quelqu'un qui a pas fait tout ça, pour ne pas aller jusqu'au bout de son industrie, il le fait. Je le comprends. C'est ça. Mais je dis... La présidentielle se fera sans le respect. Ça, c'est une partie de mon raisonnement. S'il veut la paix, il n'a pas autre chose à faire que de s'asseoir avec les gens. Parce que ce qu'il fait, ça n'a même pas de sens. Y compris revenir sur les condamnations à des peines d'inéligibilité dont sont victimes, comment il s'appelle, Lionel Zesso, Sébastien Javon, etc. Tout à fait. Je prends le cas... Et les laisser revenir au pays. Je prends le cas de Sébastien Javon seul. Vous vous rappelez que cette affaire-là, de drogue-là, le tribunal de première instance de Cotonou. On est d'accord. On l'avait laissé. En 2016, il y a eu relâche en 2016. Maintenant, vous créez une cour après. D'accord. Donc il faut annuler cette peine, de même que pour Lionel Zesso. Et ça fait longtemps même que la cour a demandé d'annuler ça. Donc, Sébastien Javon ne devrait même plus être ici. 2019. Donc, c'est... Ce que nous disons, mais non, je ne monopolise pas la parole. Moi, je suis dans ma position d'arrondir les choses. Pourquoi? Parce que si vous faites d'un principe, avant de participer, le fait de pouvoir annuler tout ça. Non, écoutez, c'est la discussion. On va donner la parole à Malik et Falola. Il y a deux choses. Dans la perspective, effectivement, de la présidentielle du 12 avril 2020, la Cour africaine des droits de l'homme, et c'est pour ça que je parle d'un sujet complexe, parce que ce que demande cette Cour, c'est beaucoup ce que demande cette Cour à l'État béninois. Il faut garantir, dit-elle, l'indépendance des juges, notamment de la justice, y compris des juges constitutionnels. Et il faut effectivement abroger le code électoral pour qu'il y ait consensus pour trouver de nouvelles lois électorales. Qu'est-ce qu'on fait? Si on continue avec les instruments, les lois électorales qu'on a actuellement, au regard de l'ordonnance rendue ce 4 décembre, c'est qu'on n'aura pas une présidentielle inclusive en avril 2021. On aura une élection présidentielle inclusive. Avec le système des parrainages des élus? Bien sûr, il faudrait... De façon technique, comment est-ce possible? De façon technique, oui. Ce n'est pas une affaire personnalisée. Si par hasard, à l'élection présidentielle de 2021, ceux qui sont exilés ne participent pas aux élections, on ne peut pas admettre automatiquement que l'élection est exclusive. Ce n'est pas possible. Non, vous comprenez. Alors, je vais vous expliquer. La question, c'est que... On prend le cas de M. Adjavon. On prend le cas de M. Adjavon. Mais permettez-moi de donner un exemple très concret. Comme ça, vous faites votre réponse autour de cet élément concret. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, le parrainage concerne que les électeurs, les citoyens ordinaires. Voyez? Et on veut jauger le poids électoral, la légitimité d'un candidat par rapport au nombre d'adhérents qu'il peut avoir, au nombre de parrainages. Pas d'élus, simples citoyens. Mais au Bénin, pour être candidat,
il faut obtenir le parrainage des élus, notamment des députés à l'Assemblée nationale. Il se trouve que seuls 2 partis politiques sont représentés à l'Assemblée nationale et ils sont tous favorables au président de la République. Comment l'opposition peut-elle espérer avoir le parrainage de ces gens? Non, attendez pour voir que d'autres Béninois, pas forcément M. Ajavon, pas forcément ceux qui sont en exil, il y a d'autres Béninois qui auront quand même le parrainage. D'accord. Donc c'est pour cela qu'il faut, sur le point du parrainage, il ne faut pas estimer que les Béninois, certains Béninois n'auront pas le parrainage et le président va se retrouver tout seul. Le parrainage, c'est une loi impersonnelle et générale. Vous voyez, attendez pour voir. Ce matin, pas là le problème. Je n'ai pas vérifié, mais je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. Le Parti des démocrates a obtenu son récépissé ce matin. Ouais. D'accord. Moi, je suis un citoyen et j'ose espérer que si le Parti démocrate désigne son candidat et n'obtient pas les parrainages, à ce moment-là, effectivement, on pourra dire, attention, il n'y a pas de démocratie. Mais pourquoi imposer, au fond, à quel esprit, à quel besoin répond? Mais non, vous êtes en arrière. Moi, du point de vue de mon analyse, moi j'ai l'impression qu'on est en train de vouloir faire une guerre avec des armes du passé. Pensez-vous? La loi est déjà votée. La loi est votée. Je suis d'accord. On fait une émission sur la base d'une ordonnance rendue par la Cour africaine des droits. Il dit que le parrainage des élus est d'abord anticonstitutionnel et ne garantit pas la démocratie électorale, des élections démocratiques. Je le comprends et je l'entends. Je le comprends. Je répète ce que dit la Cour africaine des droits. Mais le problème aujourd'hui que nous avons, si le président ne veut pas appliquer, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Très rapidement, on est à la fin de l'émission. Quelques secondes très rapidement. Voilà, parce que tu as parlé des démocrates. Et je l'ai déjà devancé. Vous voyez, je connais comment ta talon fonctionne. Et il ne suffit pas d'instrumentaliser quelqu'un au niveau des démocrates pour dire que les démocrates ont un candidat. Ah oui? Non. Les démocrates vont désigner leur candidat. Ils vont désigner leur candidat. Ils vont désigner leur candidat, ils auront aux élections. N'a pas de parrain. Et que c'est quelqu'un que Talon va instrumentaliser pour pouvoir faire la communication. Mais ça, c'est ça. Ils auront le parrainage. Ils auront le parrainage. Je savais ils auront le parrainage. Au moins, j'ai fait une déclaration. Ils auront le parrainage. Ça veut dire que vous n'êtes pas du même côté que les démocrates dans votre position. Pourquoi pas? Valentin, mais pourquoi vous dites que ça va? Moi, je crois que les démocrates pouvaient. Nous sommes malheureusement arrivés à la fin de notre émission. La présidentielle est prévue. Non, il ne faut pas leur poser un candidat. Pour le 12 avril 2021, on aura l'occasion de faire d'autres émissions pour aborder les grands enjeux. Et je souhaite vraiment que les deux partis, opposition et pouvoir, puissent trouver une condition, une circonstance qui permette à chacun de s'exprimer de manière à ce que ce soit les exilés ou ceux qui font le combat sur le terrain. Valentin Djanoutin Agossou, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, 7 fois ancien député à l'Assemblée nationale, ancien juge de la Haute Cour de Justice. Vous êtes depuis 2 ans maintenant en exil en France. On souhaite effectivement que la situation politique de votre pays se décrispe et que tous les Béninois qui sont en exil puissent avoir la possibilité de rentrer dans leur pays, participer à la construction de leur pays. Serge Dossuovo, c'était un plaisir. Vous êtes directeur de projet éditorial. Merci à vous. Merci beaucoup. D'avoir accepté de participer à cette émission. Malik Olusegun Falola, on l'a vu, grand défenseur du pouvoir béninois. Êtes-vous avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis? Merci à vous. Merci. C'est la fin, mesdames et messieurs de Politicia, votre rendez-vous politique. Et je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez comme toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci.